Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait de l'orque un super prédateur. Et donc, par votre conséquence, je me suis dit peut-être que c'est l'intelligence de l'orque. Et lorsque cette capacité de donner naturellement sa connaissance, de transmettre son savoir, ce qui est un point important, l'apprentissage et la transmission naturellement. Mais en plus, il est capable d'anticiper anticiper le comportement des autres animaux qu'il chasse naturellement. Par exemple, le pingouin, il est attendez, non, c'est le manchot. Il est capable d'anticiper le comportement du manchot afin que celui-ci soit d'autant plus simple à chasser. Naturellement, ils peuvent se mettre à plusieurs pour chasser, par exemple, un banc de phoques. Je ne sais pas si on parle de banc de phoques. Bon, bref, euh, un ensemble de phoques. Et donc, ce qui prouve que déjà, s'ils le font ensemble, c'est que ils peuvent avoir une intelligence collective, mais en plus qu'ils savent se transmettre entre comment dire, des informations et savent aussi que comment dire, d'une génération à l'autre, ils peuvent se transmettre l'information comme quoi ils peuvent chasser en s'appuyant sur l'aide des autres de leur groupe. Donc, bien sûr, on peut se dire que peut-être que cette capacité va s'appuyer sur les autres. En fait, c'est une capacité qui est inscrite dans les gènes, à savoir peut-être que le fait que il y ait une coalition possible entre les différents orques soit inscrite dans les gènes, comme quoi il y a les parents de l'orque qui est capable de d'aider pour la chasse, comme l'idée comme quoi ils sont capables de faire certaines prouesses, mais ensemble. Peut-être que le fait que la coalition puisse être faite et inscrite dans leur chaîne au même titre que les techniques de chasse, peut-être que c'est valable non pas uniquement pour les orques ou toute autre delphinité, mais aussi peut-être pour les mammifères tels que les ours ou autres. Peut-être n'est-ce valable en fait que pour un type d'être vivant, puisque je vous rappelle que Karl von Linné avait fait la
sa classification du vivant en fonction de différents critères, à savoir règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre, espèce. De là, on peut envisager aussi qu'il y a d'autres familles qui peuvent avoir la capacité de réflexion et de chasse en communauté et que celle-là, c'est plutôt, euh, est présente au niveau cérébral. Peut-être qu'une structure bien particulière du cerveau se retrouve chez des personnes, enfin des individus plutôt, étant capables de chasser et de chasser en groupe. Peut-être que cette capacité est un petit peu différente, donc un groupement dans le cerveau bien particulier, mettant en jeu donc d'un côté la capacité de chasser, de l'autre la coalition des différents individus, et celle-là peut être connectée l'une avec l'autre afin de montrer la capacité des individus en question. Peut-être que si on regarde chez les bactéries ou chez les virus, on retrouverait non pas un cerveau, puisqu'elles n'ont pas de cerveau, du moins je ne crois pas, mais peut-être y a-t-il un mode comment dire, d'agencement au sein du, comment, des bactéries, ou alors qu'il y a une façon au niveau génétique, c'est agent, enfin que l'agencement génétique est bien particulier. Peut-être que la bactérie en elle-même n'a besoin que de très peu d'aide, et peut-être que cela se repère uniquement dans les biofilms bactériens. Peut-être que s'il faut, elles s'envoient des messages chimiques via des hormones. Je ne sais pas, à vérifier. Bien, c'était Paul Damas pour un nouveau Sapin. Au revoir.